Un millionnaire force une couturière laide à défiler, mais en entrant, elle réduit tout le salon au silence. Il avait tout, le pouvoir, le prestige, une perfection millimétrée. Mais il a suffi d'une trahison, un mot, une absence, pour que son monde commence à s'effondrer. Et au milieu du chaos, il l'a vue, invisible, silencieuse, et plus puissante qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Ce n'est pas sa beauté qui l'a désarmé, c'est la vérité qu'il a trouvée dans ses yeux. Pardon d'interrompre ton histoire, mais si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Soutiens cette chaîne pour qu'elle grandisse et que Dieu te le rende au centuple. Merci et bon visionnage. Le majestueux palais Garnier de Paris se dressait tel un joyau de marbre sous les lumières dorées de la nuit. Ses vitraux Art Nouveau brillaient comme des diamants, reflétant la splendeur de l'un des événements les plus importants de la haute couture française. C'était la nuit du grand défilé du printemps, où les maisons de mode les plus prestigieuses du pays présentèrent leurs collections les plus exclusives. Dans les coulisses du théâtre, l'air était lourd de tension et saturé par le parfum des fragrances luxueuses. Des mannequins élancés couraient en tous sens, pendant que maquilleurs et stylistes luttaient contre la montre pour atteindre la perfection. Le murmure constant des préparatifs se mêlait au son lointain de l'orchestre accordant ses instruments. Au centre de ce chaos maîtrisé se trouvait Sébastien Dubois Morel, le magnate de la mode dont le nom était synonyme d'élégance et d'exclusivité dans toute la France. À 42 ans, il avait bâti un empire textile qui s'étendait de Lyon à New York. Son entreprise, Héritage Français, était mondialement reconnue pour marier l'artisanat traditionnel français avec les tendances les plus avant-gardistes de la mode internationale. Sébastien traversait les vestiaires avec la précision d'un horloger suisse. Son costume noir sur mesure épousait parfaitement sa silhouette athlétique, et ses yeux couleur obsidienne scrutaient chaque détail avec l'intensité d'un faucon. Il ne tolérait aucune erreur, n'acceptait aucune imperfection. Chaque couture, chaque pli, chaque accessoire devait être exactement à la place qu'il avait ordonnée. « Où est Valérie ?» demanda-t-il d'une voix ferme au directeur de casting qui consultait nerveusement sa tablette. « Elle doit être en train de finir de se changer, monsieur Dubois. La première robe est prête à sortir dans 10 minutes. » Sébastien acquiesça sèchement. Valérie Sinclair était son mannequin vedette, la muse qui avait inspiré sa collection « Cœur d'obsidienne ». Une femme d'une beauté spectaculaire qui avait défilé à Paris, Milan et New York, mais qui avait choisi de travailler exclusivement pour lui ces 2 dernières années. Elle était parfaite pour représenter la pièce maîtresse de la soirée. Une robe rouge carmin brodée à la main de fils d'or par les meilleurs artisans de Provence. « Monsieur Dubois », la voix tremblante d'une assistante interrompit ses pensées. « Nous avons un problème. » Le magnate se retourna lentement, les yeux plissés avec menace. « Quel genre de problème ?» La jeune femme, les mains tremblantes, lui tendit une note froissée. « Nous avons trouvé ceci dans la loge de Valérie. Elle est partie. » Sébastien arracha le papier et le lut en silence. Sa mâchoire se crispa alors qu'il absorbait chaque mot venimeux. « Sébastien, je ne peux plus être ta marionnette parfaite. Je suis las de tes exigences impossibles, de ta froideur d'être traité comme un mannequin sans âme. Trouve-toi une autre poupée pour ton cirque. Je n'ai jamais été qu'un objet décoratif à tes yeux, n'est-ce pas? Eh bien, sache qu'il existe des hommes qui savent apprécier une vraie femme. Ne me cherche pas. V. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les présents s'étaient figés, attendant l'explosion de colère que chacun redoutait. Mais au lieu de hurler, Sébastien replia simplement la note avec des gestes précis et la glissa dans la poche de sa veste. « Combien de temps nous reste-t-il » demanda-t-il avec un calme plus effrayant que n'importe quel cri. « 8 minutes, monsieur » répondit le directeur de casting en sueur. Les yeux de Sébastien balayaient la zone de préparation comme un prédateur en quête de sa proie. Des mannequins de remplacement couraient de partout, mais aucune n'avait les mensurations exactes pour la robe principale. C'était une pièce unique, taillée spécialement pour le corps de Valérie. C'est alors qu'il la vit. Dans un coin à l'écart, presque dissimulé entre les étoffes et les accessoires, une femme travaillait silencieusement sur une machine à coudre portable. Ses doigts bougeaient avec une dextérité hypnotique, ajustant les moindres détails d'une des robes secondaires. C'était Claire Moreau, la couturière qui avait donné vie à sa vision la plus ambitieuse. Claire avait 31 ans, mais paraissait plus jeune grâce à son visage serein et sans maquillage. Ses cheveux châtains étaient tressés simplement et elle portait un corsage brodé bleu profond hérité de sa grand-mère. Elle n'était pas belle selon les standards conventionnels de l'industrie, mais possédait quelque chose
que Sébastien avait appris à reconnaître chez les meilleurs artisans, une grâce naturelle qu'aucune école ni argent ne pouvait offrir. Claire. Sa voix trancha l'air comme une lame. La jeune femme leva les yeux, surprise qu'on l'appelle par son prénom. En tous les mois passés à travailler pour l'entreprise, M. Dubois ne s'était jamais adressé directement à elle. « Oui, monsieur, la robe rouge, quelles sont ses mesures exactes ?» Claire cligna des yeux, confuse. « Eh bien, je l'ai dessinée et cousue entièrement. Je connais chaque mesure, chaque courbe. Pourrais-tu la porter ?» La question tomba comme une bombe dans la salle de préparation. Plusieurs personnes se retournèrent pour observer la scène. « Pardon ?» Claire se leva lentement, n'en croyant pas ses oreilles. « La robe. Pourrais-tu la porter sur scène ?»« Monsieur Dubois, je ne suis pas mannequin. Je suis couturière. Je ne sais pas marcher sur un podium, je ne... »« Oui ou non ?» L'impatience dans sa voix était palpable. Claire déglutit. La robe avait été conçue comme si elle lui était destinée. Durant les longues nuits à broder chaque détail, elle avait secrètement rêvé de la porter, bien qu'elle sache que cela était impossible. « Oui, je pense que oui. Alors tu le feras. »« Mais monsieur, nous n'avons pas le temps de discuter. » Sébastien fit un signe à 2 assistantes. « Amenez-la à la loge principale. 5 minutes. » Claire eut l'impression que le monde était devenu fou. Les assistantes la prirent doucement par les bras et la guidèrent vers l'espace vestiaire, tandis qu'elle jetait un dernier regard par-dessus son épaule vers Sébastien, qui avait déjà reporté son attention sur d'autres détails du défilé. Dans la loge, pendant qu'on lui retirait son corsage brodé et qu'on lui enfilait la robe rouge, Claire pouvait entendre son cœur battre si fort qu'elle crut un instant que tout le monde l'entendait. La robe épousait son corps comme si elle avait été taillée sur elle, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. « Elle est parfaite », murmura l'une des maquilleuses en appliquant une touche légère de maquillage. « Non, je ne suis pas parfaite », chuchota Claire, regardant son reflet dans le miroir. « Je ne suis pas mannequin. Je n'ai rien à faire dans ce monde. »« Ce soir-ci », répondit la styliste avec un sourire encourageant. Lorsque le moment arriva, Claire se retrouva debout au début du podium, les projecteurs aveuglants braqués sur elle, tandis que le murmure de centaines d'invités emplissait l'air. Elle distinguait les silhouettes élégantes de la haute société parisienne. Chefs d'entreprise, artistes, politiciens, tous venus découvrir la collection qui avait consumé sa vie ces 6 derniers mois. « C'est ton moment !» lui souffla le coordinateur du podium. Claire ferma les yeux une seconde, inspira profondément et fit le premier pas. Lorsqu'elle émergea sous les projecteurs principaux, l'effet fut immédiat et foudroyant. Le brouhaha constant du public s'évanouit comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton muet. Claire marchait avec une grâce naturelle, non apprise, qui contrastait radicalement avec la démarche maîtrisée des mannequins professionnels. Elle ne cherchait ni à séduire ni à impressionner. Elle existait simplement dans la robe, comme si elle était née pour la porter. La robe rouge carmin ondulait autour d'elle telle une coulée de lave, et les broderies dorées capturaient la lumière d'une manière qui donnait l'impression qu'elle portait le coucher de soleil lui-même sur les pierres sacrées de Karnak. Mais plus que la robe, c'était la femme qui la portait qui captivait toute l'attention. Depuis les coulisses, Sébastien observait la scène avec une expression que personne ne lui connaissait. Ses mains, d'ordinaire fermes et maîtrisées, tremblaient légèrement. Sa respiration était devenue irrégulière. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Sébastien Dubois-Morel avait complètement perdu le contrôle de ses émotions. Claire termina son passage sur le podium et lorsqu'elle se retourna pour revenir en coulisses, ses yeux croisèrent ceux de Sébastien. En cet instant, quelque chose changea irréversiblement entre eux. Elle vit, derrière le masque de froideur qu'il arborait toujours, un homme entièrement vulnérable. Et lui vit dans ses yeux une profondeur et une beauté qu'il n'avait jamais remarquées, malgré les mois à travailler à quelques mètres d'elle. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, mais aucun des deux ne les entendit. Ils étaient perdus dans un moment qui ne dura que quelques secondes, mais qui allait transformer leur vie à jamais. Quand Claire revint enfin en coulisses, Sébastien l'attendait. Il ne dit rien, se contentant de la regarder longuement avant d'acquiescer d'un signe de tête, avec une expression qu'elle ne sut interpréter. « Merci », dit-il enfin, dans un souffle à peine audible. Et dans ces 2 mots, Claire entendit quelque chose qu'elle n'avait jamais perçu dans la voix du magnate le plus puissant de la mode française. Une gratitude sincère et quelque chose de plus profond qu'elle n'osait nommer. La nuit qui avait commencé comme un cauchemar s'était transformée en toute autre chose. Ni Sébastien ni Claire ne le savaient encore, mais leur destin venait de s'entrelacer d'une façon qui allait changer non seulement leur vie,
mais aussi le cours de toute l'industrie de la mode en France. L'atelier de couture de Héritage Français se trouvait dans le quartier du Marais, un espace spacieux au plafond haut et grandes fenêtres laissant entrer la lumière dorée du matin parisien. L'arôme du café filtre à l'ancienne se mêlait à l'odeur caractéristique des tissus fins et de l'huile des machines à coudre. C'était là que Claire avait trouvé refuge ces 2 dernières années, un lieu où elle pouvait créer à l'abri des regards, où ses mains parlaient un langage que sa voix n'avait jamais su exprimer. Mais ce matin-là était différent. Depuis son arrivée à 7 heures, comme chaque jour, elle n'avait pas réussi à se concentrer. Les images de la veille se répétaient en boucle dans son esprit. Les lumières, le silence du public, et surtout, ses yeux couleur obsidienne qui l'avaient regardée comme si c'était la première fois. « Claire, Claire, viens vite !» La voix de Madeleine, sa collègue la plus proche, la tira de ses pensées. Madeleine Lefebvre était une femme de 50 ans, mère célibataire de 3 enfants, qui travaillait dans la couture depuis l'âge de 15 ans. Du genre à toujours tout savoir avant tout le monde dans l'atelier, et ce matin-là, elle arborait une expression d'excitation que Claire ne lui connaissait pas. « Qu'est-ce qu'il y a, Mado ? Regarde-moi ça, tu es dans tous les magazines !» Madeleine étala plusieurs journaux et revues sur la table de coupe. Claire eut l'impression que l'air s'échappait de ses poumons. Elle était là, en couverture de Style et Société, défilant sur le podium dans la robe rouge. Le titre disait « La muse mystérieuse de Dubois-Morel ». Sur une autre revue, on voyait clairement son visage. « Qui est la femme qui a conquis le roi de la mode ?»« C'est impossible », murmura Claire, saisissant un des magazines avec des mains tremblantes. « Bien sûr que c'est possible. Ma chérie, tu es célèbre. Toute la France veut savoir qui tu es. Mais je n'ai rien demandé. Je voulais juste faire mon travail. » « Ça, Claire, comment peux-tu être aussi naïve? Hier soir, tu n'as pas seulement fait ton travail. Tu es devenue bien plus que ça. » Pendant toute la matinée, le téléphone de l'atelier n'arrêta pas de sonner. Journalistes de magazines de mode, reporters d'émissions culturelles, même quelques producteurs télé appelèrent pour interviewer la femme à la robe rouge. Claire se cachait parmi les étoffes, priant pour que tout redevienne normal. Mais Sébastien Dubois avait d'autres projets. À 14 heures, alors que l'atelier vivait son moment le plus calme après le déjeuner, on entendit des pas assurés monter les escaliers en bois menant au 2e étage, là où travaillaient les couturières. Claire reconnut immédiatement le son de ses souliers italiens faits sur mesure. « Bonjour à toutes !» La voix de Sébastien résonna dans l'atelier, provoquant l'arrêt instantané de toutes les machines à coudre. Les 8 couturières de l'étage se levèrent d'un seul coup, comme des soldats devant leur général. Claire sentit son cœur s'accélérer et tenta de se faire aussi discrète que possible derrière sa machine. « Claire !» dit-il, sa voix tranchant l'air comme à son habitude, mais avec une nuance différente cette fois. « Pourrais-tu m'accompagner un instant? Monsieur Dubois, Ce ne sera qu'un moment. » Claire n'eut d'autre choix que de le suivre. Sébastien la mena jusqu'à une petite salle de réunion utilisée pour examiner les croquis, un espace intime avec une table en noyer et des chaises recouvertes de cuir brun. « Comment te sens-tu après hier soir ?» demanda-t-il en refermant la porte derrière eux. « Déconcerté, monsieur. Je ne comprends pas pourquoi tout cela arrive. » Sébastien s'approcha de la fenêtre donnant sur la rue. De là, on pouvait voir l'animation constante du Marais. Des créatifs prenant un espresso, des artistes transportant leurs toiles, des étudiants courant vers l'université. « Tu sais depuis combien de temps je suis dans ce métier, Claire ?»« Non, monsieur. 20 ans. J'ai vu défiler des milliers de mannequins. J'ai travaillé avec les femmes les plus belles du monde. Mais hier soir, il se retourna pour la regarder droit dans les yeux. Hier soir, j'ai vu quelque chose que je n'avais encore jamais vu. » Claire sentit une chaleur étrange lui monter dans la nuque. « Je n'ai fait que ce que vous m'aviez demandé. »« Non, tu as fait bien plus que ça. » Sébastien s'avança vers elle, ses pas mesurés, calculés. « Je veux comprendre ce qui s'est passé hier soir. Je veux en savoir plus sur toi. »« Sur moi ? Mais monsieur, je ne suis personne d'important. Je suis juste une couturière. Et tu es la personne qui a créé la pièce maîtresse de ma collection. Tu es la femme qui a réussi à faire taire une salle remplie de critiques et d'experts. Comment peux-tu dire que tu n'es pas importante ?» Claire baissa les yeux, mal à l'aise sous le regard insistant de l'homme. « Je veux juste retourner à mon travail, monsieur. Je veux que tout redevienne comme avant. Et si moi, je ne veux pas que tout redevienne comme avant ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux. Claire releva les yeux et croisa ce regard qui l'avait hanté dans ses rêves. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je veux que tu travailles plus étroitement avec moi. Je veux connaître ton processus créatif. Je veux... » Il s'interrompit brusquement,
comme s'il était sur le point de dire quelque chose qu'il préférait taire. « Que voulez-vous, monsieur ?» Au lieu de répondre, Sébastien se dirigea vers une table couverte d'échantillons de tissu. « Montre-moi comment tu choisis les matières pour un design. » Pendant l'heure suivante, Claire se retrouva à expliquer son processus créatif, tandis que Sébastien observait chacun de ses gestes avec une attention qui la déstabilisait. Il posait des questions précises sur les techniques qu'elle utilisait, sur l'origine de certains motifs traditionnels, sur la manière dont elle obtenait ces effets si particuliers avec les étoffes. « Ma grand-mère m'a appris que chaque tissu a sa propre personnalité », expliqua Claire en glissant ses doigts sur un velours couleur bordeaux. « Il faut l'écouter, comprendre ce qu'il veut devenir. » « Et celle-ci, que veut-elle devenir ?» demanda Sébastien, s'approchant si près que Claire put percevoir le parfum de sa colonie, un mélange sophistiqué de cèdre et de bergamote. Celle-ci, elle veut être élégante, mais accessible, luxueuse, mais pas intimidante. Lorsque Claire leva la main pour lui montrer la texture du tissu, Sébastien étendit la sienne au même moment. Leurs doigts se frôlèrent sur le velours et tous deux restèrent immobiles. Le contact ne dura que quelques secondes, mais ce fut suffisant pour que Claire sente une décharge électrique lui parcourir le bras. Sébastien ne retira pas sa main immédiatement. Ses doigts restèrent posés sur les siens, chauds et fermes. Claire, sa voix était devenue un murmure. Elle leva les yeux et découvrit une expression sur son visage qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Ses yeux qu'elle avait toujours connus froids et calculateurs brûlaient maintenant d'une intensité qu'elle ne savait nommer, mais qui faisait battre son cœur de façon incontrôlable. « Monsieur Dubois, Sébastien !» la corrigea-t-il sans retirer sa main. « Appelle-moi Sébastien. » Le moment se brisa lorsqu'on frappa à la porte. « Monsieur Dubois, on vous demande urgemment dans votre bureau, » dit la voix de son assistante personnelle. Sébastien retira sa main lentement comme s'il sortait d'un rêve. « J'arrive. » Il se tourna vers Claire, qui avait instinctivement reculé jusqu'à la fenêtre. « Ce n'est pas terminé, dit-il, sa voix retrouvant un ton professionnel, mais ses yeux conservant cette nouvelle intensité. « Demain, je veux que tu me montres comment tu as conçu la robe rouge, chaque détail. » Et sur ces mots, il quitta la pièce, laissant Claire seule avec son cœur affolé et la certitude que sa vie calme et anonyme était bel et bien révolue. Le studio photographique Clair Obscur, situé dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, était l'un des plus exclusifs de Paris. Ses verrières laissaient passer la lumière naturelle, créant l'ambiance idéale pour les plus grandes séances de mode du pays. Ce jeudi matin-là, l'endroit était en effervescence alors qu'on préparait un shooting pour le magazine Glamour France. Parmi les murmures des photographes, stylistes et assistants, une silhouette élégante glissa discrètement par l'entrée arrière. Valérie Sinclair était de retour. Elle portait de grandes lunettes de soleil de créateur qui masquèrent son regard, et ses cheveux blonds platine ondulait avec perfection sur les épaules de son blazer blanc. Bien qu'elle ait disparu depuis une semaine, elle était impeccable, comme si elle avait passé ses jours dans un spa de luxe plutôt qu'en fuite de ses responsabilités. « Valérie, je n'arrive pas à croire que tu sois là !» La voix de Camille Laurent, rédactrice mode d'un magazine concurrent, résonna dans tout le studio. Valérie sourit avec ce sourire qui avait conquis les podiums de 3 continents, mais ses yeux brillaient d'un éclat venimeux que Camille ne remarqua pas. « Bonjour ma chère, j'avais besoin d'une petite pause, tu sais ce que c'est. Mais le défilé de Sébastien, j'ai entendu dire que... » « Tu as entendu quoi ?» La voix de Valérie se durcit légèrement. « Eh bien, qu'il avait fait défiler une de ses couturières à ta place. Les photos sont partout. Les gens l'appellent la nouvelle muse de Dubois-Morel. » Valérie retira lentement ses lunettes, révélant des yeux verts étincelants de colère froide et mépris. « Une couturière. Oui, elle s'appelle Claire quelque chose. Moreau, je crois. Elle est assez... différente de toi. Montre-moi. » Camille sortit sa tablette et lui montra les photos du défilé. Valérie examina chaque image avec la précision d'un chirurgien étudiant une tumeur. Il y avait cette femme simple, sans maquillage professionnel, sans l'élégance méticuleuse qu'elle avait mise des années à perfectionner. Et pourtant, il y avait quelque chose dans sa manière de porter la robe qui déclencha en elle une rage glaciale et calculatrice. « Intéressant », murmura Valérie en rendant la tablette. « Tu sais où je peux la trouver ?» Dans les jours qui suivirent, Valérie se mit à enquêter sur Claire Moreau. Elle découvrit qu'elle vivait seule dans un petit appartement à Belleville, qu'elle prenait la ligne 3 du métro chaque jour pour aller travailler, qu'elle achetait ses légumes au marché de Belleville le samedi matin.
Autant d'informations qu'une femme comme Valérie n'aurait jamais remarquées auparavant, mais qu'elle collectait désormais comme autant de munitions. Son premier mouvement fut subtil. Lors d'un déjeuner avec les rédactrices de mode les plus influentes de Paris, elle laissa tomber quelques remarques apparemment anodines. « C'est admirable que Sébastien donne sa chance à des gens ordinaires », disait-elle en piquant sa salade du bout de sa fourchette. « Mais je me demande s'il comprend bien la différence entre la charité et le commerce. »« Que veux-tu dire ?» demanda la rédactrice de Elle France. « Eh bien, faire défiler une employée peut sembler romantique, mais quel message cela envoie-t-il aux mannequins professionnels ? Quiconque peut faire notre travail. » Les graines du doute commencèrent à germer dans les esprits les plus influents. Son deuxième coup fut plus direct. Elle engagea un photographe indépendant pour suivre discrètement Claire dans ses activités quotidiennes. Il ne fallut pas longtemps pour obtenir les clichés qu'elle recherchait. Claire sortant d'un bistrot avec un jeune homme du quartier, Romain qui s'avéra être le cousin de sa voisine, et l'avait simplement aidé à porter des rouleaux de tissu trop lourds. Mais, depuis le bon angle et avec un cadrage bien choisi, les photos suggéraient une intimité romantique. Le coup de maître arriva lorsque Valérie manipula numériquement l'une des images, la faisant apparaître comme si Claire et l'homme s'embrassaient sous la lumière d'un lampadaire. Le travail était si subtil qu'il serait impossible de détecter la retouche sans une analyse médico-légale. Un vendredi après-midi, Valérie se présenta dans les bureaux de Héritage Français sans rendez-vous. Elle portait un tailleur Chanel, acheté spécialement pour l'occasion. Élégant, puissant, intimidant. « J'ai besoin de voir Sébastien », dit-elle à la réceptionniste avec une autorité qui ne laissait place à aucun refus. Lorsque Sébastien la vit entrer dans son bureau, il ressentit un mélange de soulagement et d'agacement. Valérie était partie sans un mot, sabotant l'événement le plus important de l'année. Mais une partie de lui était soulagée de la voir revenir. « Valérie, où diable étais-tu passée ?»« Sébastien, mon cher », s'approcha-t-elle avec la confiance de quelqu'un qui connaît son pouvoir de séduction. « Nous devons parler. Bien sûr qu'on doit parler. Tu m'as planté au moment le plus crucial. Je ne suis pas venu m'excuser, le coupa-t-elle. Je suis venu te sauver d'une erreur. » Sébastien fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?» Valérie sortit une grande enveloppe Kraft de son sac et la posa sur le bureau en verre. « Ouvre !» Sébastien hésita un instant avant d'ouvrir l'enveloppe. Son visage se durcit à mesure qu'il examinait les photographies. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Ta nouvelle muse n'est pas celle que tu crois. » Valérie s'assit au bord du bureau, une position qu'elle maîtrisait pour son effet sur les hommes. Pendant que tu fantasmes sur elle, elle se joue de toi. Ces photos pourraient avoir été prises à n'importe quel moment. Regarde les dates, Sébastien. Elles datent de cette semaine. Pendant que tu passes du temps avec elle à l'atelier, elle s'amuse avec un autre. Sébastien examina les images avec plus d'attention. La douleur qu'il ressentit le surprit. Il ne s'attendait pas à ce que l'idée de Claire avec un autre homme puisse le toucher à ce point. « Pourquoi tu me montres ça ? Parce que tu comptes pour moi. » Valérie s'approcha davantage, son parfum l'enveloppant tel un piège invisible. « Parce que je ne veux pas te voir humiliée par une femme qui ne te mérite pas. Valérie, je sais que tu es troublée. Je sais que cette fille t'a fait ressentir quelque chose de différent ce soir-là, pendant le défilé. Mais Sébastien, crois-tu vraiment qu'une couturière de quartier peut comprendre ton univers, ton ambition, tes rêves ?» Sébastien s'éloigna d'elle, marchant vers la fenêtre donnant sur l'avenue des Champs-Élysées. De là, il pouvait voir le va-et-vient incessant de la ville, mais son esprit était ailleurs, occupé à digérer les images qu'il venait de voir. « Elle n'est pas des nôtres », poursuivit Valérie, interprétant son silence comme une victoire. « Elle ne comprend pas la pression, les attentes, le prix du succès. Elle joue avec toi parce que tu représentes une chance d'échapper à son monde. »« Assez », dit Sébastien sans se retourner. « Assez ? Sébastien, ces photos vont bientôt paraître dans les magazines. La presse spécule déjà sur votre relation. Que crois-tu qu'il se passera lorsqu'ils verront qu'elle te trompe ?» Sébastien ferma les yeux, sentant le doute se répandre dans sa poitrine comme du poison. Il avait bâti son empire en contrôlant chaque variable, chaque risque. Mais avec Claire, il s'était permis de ressentir quelque chose qu'il ne pouvait maîtriser, et voilà que cette vulnérabilité se retournait contre lui. « Je veux que tu partes, » dit-il enfin. « Sébastien, pars, Valérie, maintenant. » Après son départ, Sébastien resta seul dans son bureau, regardant les photos éparpillées sur son bureau. Pour la première fois depuis des années, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien se sentait complètement perdu, frappé au seul endroit où il avait abaissé sa garde, son cœur. Valérie sourit en attendant l'ascenseur.
La première phase de sa vengeance était en marche, et Sébastien Dubois-Morel n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lundi arriva avec l'une de ces matinées grises typiques de la saison des pluies à Paris. Les nuages lourds s'amoncelaient au-dessus des immeubles comme une couverture de plomb, reflétant parfaitement l'état d'esprit de Sébastien Dubois alors qu'il parcourait les couloirs de Héritage Français. Il n'avait pas dormi du tout pendant le week-end. Les photos que Valérie lui avait montrées tournaient en boucle dans son esprit comme un cauchemar incessant. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Claire avec cet homme, souriant d'une manière qu'elle ne lui avait jamais adressée à lui. Lorsqu'il arriva à l'atelier de couture, il trouva Claire à sa machine habituelle, concentrée sur une blouse en coton brodé. Elle portait ses cheveux tressés tombant sur son épaule droite et fredonnait doucement une chanson qu'il ne reconnut pas. La scène était si familière, si innocente, que l'espace d'un instant, il douta de ce qu'il avait vu. Mais les photos étaient réelles. Il les avait étudiées pendant des heures. « Bonjour, monsieur Dubois », dit Claire en levant les yeux avec un sourire sincère qui fit se tordre douloureusement quelque chose dans la poitrine de Sébastien. « Claire », sa voix sonna plus froide qu'il ne l'avait prévu. « J'ai besoin de te parler. » Le sourire d'elle s'effaça immédiatement. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de la regarder, une distance qui n'était pas là le vendredi précédent. « Il y a un problème ? Viens dans mon bureau. » Le trajet jusqu'au bureau de Sébastien sembla interminable. Claire pouvait sentir la tension émanant de lui comme des vagues de chaleur sur l'asphalte. Lorsqu'ils arrivèrent et qu'il ferma la porte derrière eux, l'air devint si épais qu'elle eut du mal à respirer. « Assieds-toi. » Claire obéit, ses mains entrelacées sur ses genoux. Sébastien ne s'assit pas. Il marcha jusqu'à la fenêtre, lui tournant le dos. « Comment s'est passé ton week-end » La question paraissait anodine, mais quelque chose de tranchant vibrait dans son ton. « Bien, monsieur. Tranquille. J'ai travaillé sur quelques croquis à la maison. » Toute seule ? Claire cligna des yeux, déconcertée par la question. « Pardon ? Tu étais seule tout le week-end » ? « Eh bien, pas tout le temps. Samedi, je suis allée au marché avec ma cousine Léa, et dimanche, elle s'arrêta se remémorant. Dimanche, ma voisine m'a demandé de l'accompagner chercher des tissus. Son cousin Romain nous a aidés à les porter. » Sébastien se retourna lentement, ses yeux scrutant le visage de Claire comme s'il cherchait des signes de mensonge. « Romain ? Oui, c'est un garçon très gentil. Il étudie l'ingénierie à la Sorbonne. J'imagine qu'il est gentil. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça ce mot qui fit que Claire se sentit coupable sans savoir pourquoi. « Monsieur Dubois, ai-je fait quelque chose de mal ? Qu'en penses-tu » La question la frappa comme une gifle. « Je ne comprends pas. »« Non ? Bien sûr que tu ne comprends pas. » Sébastien s'approcha de son bureau, ses gestes contrôlés mais chargés d'une tension dangereuse. « Dis-moi, Claire, que penses-tu de la discrétion ?»« La discrétion ? Oui, la discrétion. L'art de garder certains aspects de ta vie privée. Claire avait l'impression de mener une conversation dans une langue qu'elle ne maîtrisait pas tout à fait. « Je pense que c'est important, monsieur. Vraiment ? Parce qu'on ne dirait pas que tu la pratiques beaucoup. » Ces mots la blessèrent bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Claire se leva, les joues en feu de honte. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour vous contrarier, mais si vous me dites clairement quoi, je ferai de mon mieux pour le corriger. »« C'est ce que tu as fait !» Sébastien s'approcha si près qu'elle pouvait voir les fines lignes de tension autour de ses yeux. « Tu crois vraiment que tu peux jouer avec moi sans que je m'en rende compte ? Jouer avec vous ? Mais je ne joue avec personne. »« Non ?» Sa voix était devenue un murmure dangereux. « Alors comment appelles-tu ce que tu es en train de faire ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Le silence qui suivit était si tendu que Claire pouvait entendre les battements de son propre cœur. Sébastien la regardait avec un mélange de douleur et de mépris qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. « Peut-être que tu avais raison depuis le début, » dit-il enfin. « Peut-être que tu devrais redevenir invisible. » Les mots tombèrent sur elle comme des pierres. Claire sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, quelque chose qui avait à peine commencé à s'épanouir. « Très bien, » murmura-t-elle en se dirigeant vers la porte. « Si c'est ce que vous voulez. » Lorsqu'elle sortit du bureau, Sébastien se laissa tomber dans son fauteuil, passant ses mains dans ses cheveux. Il avait espéré qu'elle s'explique, qu'elle lui dise que les photographies étaient un malentendu. Mais au lieu de cela, elle avait agi comme si elle ne comprenait rien, comme si c'était lui qui était fou. Au cours des jours suivants, l'ambiance chez Héritage Français devint glaciale. Sébastien évitait l'atelier de couture et lorsqu'il devait y passer pour des raisons professionnelles, il faisait comme si Claire n'existait pas. Elle, de son côté, se plongea dans son travail avec une intensité désespérée,
comme si elle pouvait effacer sa douleur à force de concentration. Les autres couturières remarquèrent immédiatement le changement. Madeleine tenta de lui demander ce qui s'était passé, mais Claire secouait simplement la tête et continuait de coudre. « Cet homme est un imbécile », murmura Madeleine en classant des bobines de fil. « Pour qui il se prend à te traiter comme ça ? Je ne veux pas en parler, Mado. » « Eh bien moi je veux en parler. Il te traite comme une moins que rien après t'avoir fait défiler sur un podium. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?» Claire ne répondit pas. Elle ne pouvait pas expliquer quelque chose qu'elle ne comprenait pas elle-même. Le jeudi soir, Sébastien travaillait tard dans son bureau lorsqu'il décida de descendre chercher des documents qu'il avait laissés dans la zone de création. Le bâtiment était sombre et silencieux, seulement éclairé par les lumières de secours dans les couloirs. Mais en passant devant l'atelier de couture, il vit une lumière allumée. Claire était assise à sa machine, travaillant sur ce qui semblait être une robe de mariée. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle guidait le tissu. Une tasse de café froid reposait à côté d'elle, entourée de mouchoirs froissés. Sébastien resta immobile à l'entrée, l'observant. L'image de cette femme, seule dans l'obscurité, clairement en pleurs, fit éclater quelque chose en lui. Pour la première fois depuis que Valérie lui avait montré les photos, il se permit de penser qu'il avait peut-être fait une erreur. Il s'approcha silencieusement d'elle, ses pas étouffés par la moquette. Lorsqu'il fut suffisamment près, il tendit la main et toucha doucement son épaule. Claire sursauta et se retourna, croisant son regard. Un moment passa, figé dans le temps. Puis, quelque chose changea dans son expression. « Ne me touchez pas !» dit-elle en s'écartant de lui comme si son contact l'avait brûlé. « Claire !» Non. Elle se leva, s'éloignant de la machine à coudre. « Vous avez été très clair sur ce que vous pensez de moi. Je... Quoi? Vous allez prétendre que je compte pour vous, après m'avoir humilié sans même m'en expliquer la raison ?» Sébastien fit un pas vers elle, mais elle recula de deux. « Ne vous approchez pas de moi. » Sa voix tremblait de douleur et de colère. « Je ne veux plus rien de vous. Claire, s'il te plaît. »« Non !» cria-t-elle, et sa voix résonna dans tout l'atelier vide. « Ne me dites pas, s'il vous plaît. Vous avez décidé ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Alors gardez cette idée pour vous. » Elle rassembla ses affaires rapidement et se dirigea vers la sortie. Sébastien la suivit, mais lorsqu'il tenta de la retenir par le bras, elle se dégagea violemment. « Ne me touchez plus jamais, » dit-elle, ses yeux brillants de larmes contenues. « Plus jamais. » Et elle partit, le laissant seul dans l'atelier, entouré de silence et du poids écrasant de sa propre stupidité. Les jours suivants chez Héritage Français passèrent comme un film muet. Claire arrivait ponctuellement chaque matin, s'asseyait à sa machine à coudre et travaillait avec une concentration de fer qui inquiétait ses collègues. Elle ne chantait plus, ne souriait plus, parlait à peine. C'était comme si elle avait bâti un mur invisible autour d'elle. Madeleine tenta de lui parler pendant la pause déjeuner, alors qu'elle mangeait des sandwichs rustiques achetés au stand du coin. « Ma fille, tu ne peux pas continuer comme ça, on dirait un fantôme. »« Je vais bien, Mado. »« Non, tu ne vas pas bien. Et on le sait tous. » Madeleine se pencha un peu plus près, baissant la voix. « Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce salaud ?» Claire leva les yeux pour la première fois depuis des jours, ses yeux fatigués mais résolus. « Il ne m'a rien fait que je ne me sois pas fait moi-même. » « Comment peux-tu dire ça ? Parce que c'est la vérité. J'ai permis qu'il s'approche. J'ai permis que je me fasse des illusions sur quelque chose qui n'allait jamais arriver. Mais c'est lui qui est venu vers toi. C'est lui qui s'est rendu compte de son erreur. » L'interrompit Claire, revenant à son travail. « Et je devrais l'en remercier. » Pendant ce temps, à l'étage de la direction, Sébastien luttait contre ses propres démons. Les photographies étaient toujours sur son bureau, mais chaque fois qu'il les regardait, quelque chose lui semblait étrange. La Claire des images paraissait différente, plus artificielle. Mais chaque fois qu'il essayait de se convaincre qu'il pouvait s'agir d'un montage, il se souvenait de la manière dont elle avait réagi lorsqu'il l'avait confrontée. Si elle était innocente, n'aurait-elle pas essayé de s'expliquer davantage? Un mercredi après-midi, alors qu'il révisait des rapports financiers, son assistante lui annonça une visite inattendue. « Monsieur Dubois, Mademoiselle Sinclair est ici. Elle dit que c'est urgent. » Sébastien soupira. « Fais-la entrer. » Valérie entra dans le bureau vêtue d'une robe noire moulante qui mettait sa silhouette en valeur. Mais cette fois, quelque chose dans son attitude avait changé. Elle semblait plus vulnérable, presque fragile. « Sébastien, merci de me recevoir. Que veux-tu, Valérie ? Je viens m'excuser. » Elle s'assit face à lui, croisant les jambes avec élégance. « De t'avoir laissé tomber le soir du défilé. D'avoir disparu sans explication. Maintenant, après 3 semaines,
J'avais besoin de temps pour comprendre ce que je ressentais. Ses yeux se remplirent de larmes qui semblaient sincères. « Sébastien, je t'aime. Et te voir t'enthousiasmer pour cette femme m'a brisé. » Sébastien l'observa attentivement. « Valérie, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit après ce que j'ai fait. Mais ces photos, je ne les ai pas obtenues pour te blesser. Je les ai obtenues parce que je ne pouvais pas supporter de te voir dupé. Comment as-tu eu ces photos ? Un ami photographe les a prises par hasard. Quand il me les a montrées, elle s'essuya une larme délicatement. Je ne pouvais pas permettre qu'elle te fasse du mal. » Sébastien se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre. La version de Valérie semblait plausible, mais quelque chose en lui résistait encore. « Elle ne m'a pas fait de mal, Valérie. »« Vraiment ?» La voix de Valérie se durcit légèrement avant de redevenir douce. « Alors pourquoi l'évites-tu depuis des jours ?» Sébastien ne répondit pas, car il n'avait aucune réponse qui le fasse paraître digne. « Sébastien, je sais qui tu es vraiment. Je connais tes rêves, tes ambitions. Nous avons construit quelque chose ensemble au fil des années. Tu vas vraiment tout jeter pour un fantasme ? Ce n'est pas un fantasme. Oh non ? Alors c'est quoi, de l'amour ? Après l'avoir connu depuis à peine quelques semaines ? La question toucha Sébastien là où ça faisait le plus mal, dans sa fierté rationnelle. Il était un homme d'affaires, quelqu'un qui analysait chaque décision avec rigueur. Comment pouvait-il expliquer l'intensité de ce qu'il ressentait pour Claire sans passer pour un idiot romantique ? « Réfléchis, » poursuivit Valérie en se levant et en s'approchant de lui. « Toi et moi, on comprend ce monde. Les sacrifices, la pression, ce qu'il faut pour maintenir un empire comme celui-ci. Tu crois qu'elle pourrait comprendre ça ?» Après le départ de Valérie, Sébastien se retrouva encore plus confus qu'avant. Une partie de lui voulait croire que tout cela n'était qu'un malentendu, mais une autre, la partie pragmatique qui l'avait mené au succès, lui disait de ne pas être naïf. Le jeudi matin, une réunion était prévue pour examiner les créations de la nouvelle collection automne. Il était impossible d'y échapper, car Claire possédait tous les croquis techniques. Sébastien entra dans la salle de réunion avec 10 minutes de retard, espérant qu'elle serait déjà là afin de minimiser leur interaction. Claire était assise au bout de la table, une chemise fermée devant elle et les yeux fixés sur ses mains. Elle portait un chemisier blanc simple et une jupe bleu marine, sans le moindre accessoire. Elle semblait avoir fait un effort pour paraître aussi invisible que possible. « Bonjour », dit Sébastien en s'adressant à l'ensemble de l'équipe. Un chœur de « bonjour » lui répondit, mais Claire ne leva pas les yeux. La réunion se déroula dans une atmosphère tendue. Claire présenta chaque création d'une voix professionnelle et froide, expliquant les détails techniques et les options de tissu sans établir un seul contact visuel avec Sébastien. C'était comme si elle était redevenue l'employée invisible qu'elle avait été avant le défilé. « Le dernier modèle est inspiré des tuniques traditionnelles du Pays basque », expliquait-elle en déroulant un croquis sur la table. « L'idée est de moderniser la coupe tout en préservant l'intégrité des broderies d'origine. » Sébastien se pencha pour mieux voir le dessin, et lorsqu'il tendit la main pour prendre le papier, ses doigts frôlèrent ceux de Claire par accident. Claire retira sa main comme si elle avait touché une flamme, mais pas avant que tous deux ne ressentent cette même décharge électrique qui les liait depuis leur tout premier contact. Leurs regards se croisèrent une seconde, à peine un instant, mais cela suffit pour que Sébastien voie dans ses yeux noisettes tout le mal qu'il avait causé. Le regard de Claire disait plus que 1000 mots. « Je t'aurais tout donné, et tu as choisi de ne pas me faire confiance. » Les yeux de Sébastien répondaient avec autant d'intensité. « Je ne sais pas comment réparer ça, mais tu es en train de me détruire. » Mais aucun des deux ne parla. « Autre chose ?» demanda Claire, la voix légèrement tremblante. « Non, » répondit Sébastien. « Je crois que c'est tout. » Claire ramassa rapidement ses papiers et se dirigea vers la porte. Sébastien voulut l'appeler, lui dire d'attendre, qu'il devait parler, que tout ceci n'était qu'un terrible malentendu. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Quand la porte se referma derrière elle, Sébastien réalisa qu'il venait de laisser partir la seule femme qui avait réussi à toucher son cœur. Et le pire, c'était qu'elle avait été prête à se battre pour lui, mais lui avait préféré la méfiance à l'amour. Dans le couloir, Claire s'adossa contre le mur, ferma les yeux et inspira profondément. Elle avait espéré qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi qui prouve qu'il voulait arranger les choses. Mais son silence lui avait confirmé ce qu'elle savait déjà. Un homme incapable de lui faire confiance, sans explication, ne méritait pas sa vérité. S'il lui avait demandé directement à propos des photos, elle lui aurait tout raconté. Romain, les tissus, tout. Mais il avait choisi de l'attaquer avec des insinuations glaciales,
et cela lui disait tout sur le genre d'homme qu'il était réellement. Claire redressa les épaules et retourna à sa machine à coudre. Elle avait du travail à faire et une vie à reconstruire sans Sébastien Dubois-Morel. 3 semaines après l'incident dans la salle de réunion, Héritage Français se préparait pour l'événement qui allait déterminer l'avenir de l'entreprise. La presse spécialisée spéculait depuis des jours sur les problèmes internes de la maison de couture la plus prestigieuse de France. Les rumeurs allaient de crise financière à des scandales sentimentaux, et chaque article entachait un peu plus la réputation que Sébastien avait mis des années à bâtir. Le défilé Rédemption devait avoir lieu à l'exclusif hôtel Plaza Athénée, à Paris. La collection complète allait être présentée à nouveau, mais cette fois dans le but de prouver que Héritage Français restait synonyme d'excellence et de stabilité. Valérie avait insisté pour être le mannequin principal, et Sébastien avait accepté par pur désespoir. Il avait besoin que tout soit parfait, et elle connaissait chaque robe, chaque pas, chaque détail de la chorégraphie. Comme au bon vieux temps, lui avait-elle dit lors d'un dîner au Marais la veille. Toi et moi recréant de la magie ensemble. Mais ce matin-là, lorsqu'il arriva à l'hôtel à 8 heures pour superviser les préparatifs, il retrouva un chaos douloureusement familier. « Où est Valérie ?» demanda-t-il au directeur de production qui consultait nerveusement sa tablette. « Elle n'est pas encore arrivée, monsieur. On l'a appelée 3 fois, elle ne répond pas. » Sébastien sentit un frisson glacial lui parcourir la colonne vertébrale. « Pas encore. Et Claire, elle non plus n'est pas venue. En fait, l'homme hésita. Madeleine dit qu'elle n'est pas venue à l'atelier depuis 2 jours. Elle ne répond à aucun appel. » Le monde de Sébastien commença à s'écrouler. Sans Valérie, il n'avait pas de mannequin principal. Mais sans Claire, il n'avait pas les ajustements de dernière minute indispensables pour un défilé de cette ampleur. « Monsieur Dubois », une voix l'interrompit. C'était Michel, le responsable du montage. « Il faut que vous voyiez ça. » Il le mena jusqu'à la scène où le podium avait été installé. Au bout de celui-ci, placée soigneusement sur un mannequin, se trouvait la robe rouge qui avait tout changé. La pièce que Claire avait créée et portée cette nuit, qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. Mais cette fois, la robe était différente. Elle avait été modifiée, perfectionnée. De nouvelles broderies avaient été ajoutées, les détails dorés brillaient d'un éclat encore plus saisissant, et le tombé du tissu avait été ajusté pour créer un effet encore plus dramatique. « Qui a apporté ça ?» demanda Sébastien s'approchant de la robe comme s'il s'agissait d'une apparition. « On ne sait pas. Quand on est arrivé ce matin, elle était déjà là. » À côté du mannequin, sur une petite table en verre, se trouvait une enveloppe crème avec le nom Sébastien, écrit dans cette calligraphie élégante qu'il connaissait si bien. Les mains tremblantes, il ouvrit la lettre. « Sébastien, cette robe est née d'un rêve. Notre rêve. Durant les nuits où je l'ai créée, j'imaginais qu'elle serait portée par quelqu'un capable d'en comprendre l'âme, quelqu'un capable de transmettre tout l'amour et toute la passion que j'ai mis dans chaque point de couture. Cette nuit-là, au Palais Garnier, pour la première fois de ma vie, je me suis senti vu, pas seulement par le public, mais par toi. Dans tes yeux, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais cru y voir, de l'admiration, du respect, et peut-être quelque chose de plus profond. Mais ensuite, j'ai compris mon erreur. Je viens d'un monde où les choses se disent clairement, où, si quelque chose ne va pas, on en parle et on le répare. Tu viens d'un monde où les vérités se cachent, où les doutes grandissent en silence jusqu'à devenir du ressentiment. Je ne t'en veux pas de ne pas m'avoir fait confiance. Nous venons de mondes différents, et peut-être que cela aurait toujours été un obstacle. Mais ce qui me fait mal, c'est que tu aies choisi de blesser au lieu de poser une question, de détruire au lieu de construire. J'ai modifié la robe parce que je voulais qu'elle ait une fin digne. Chaque nouveau point est une prière de pardon. Chaque broderie supplémentaire est un souhait que tu trouves le bonheur, même si ce n'est pas avec moi. Je ne serai pas au défilé. Je ne peux pas être là à regarder une autre femme porter ce que j'ai créé en rêvant de toi. Mais la robe y sera, et avec elle, tout mon respect pour ce que nous aurions pu être. Que tu connaisses le succès ce soir. Tu le mérites, malgré tout. Avec tendresse et adieu, Claire PS. Les ajustements sont faits pour une personne à la taille de Valérie. Je suppose que c'est ce que tu attendais depuis le début. Sébastien relut la lettre 3 fois avant que les mots ne pénètrent vraiment sa conscience. Lorsqu'il termina, ses yeux étaient humides et il avait l'impression qu'on lui avait arraché le cœur. Monsieur Dubois, la voix de son assistante, le sortit de sa transe. Mademoiselle Sinclair vient d'arriver. Valérie apparut sur la scène avec son élégance habituelle, mais lorsqu'elle aperçut la robe rouge, son expression changea. « Qu'est-ce que cette chose fait ici ?»
demanda-t-elle, sa voix chargée de venin. « C'est la pièce maîtresse de la collection. Mais je pensais porter la robe dorée. Celle-ci, elle désigna la rouge comme si elle était contaminée. Maudite, Sébastien, cette robe incarne tout ce qui va mal dans cette maison en ce moment. Les scandales, les rumeurs, la perte de prestige. Tu veux vraiment que ce soit l'image de ta rédemption ?» Sébastien regarda la robe, puis la lettre dans ses mains, puis à nouveau la robe. Dans ce tissu rouge, il voyait tout son échec d'homme, toute sa lâcheté déguisée en rationalité. « Tu as raison, dit-il enfin. « Quoi ? Tu as raison. Cette robe incarne tout ce qui ne va pas. » Il s'approcha du mannequin et prit la robe avec un soin presque religieux. « Elle représente mon incapacité à faire confiance, mon orgueil stupide, ma lâcheté à me battre pour ce qui compte vraiment. Sébastien, qu'est-ce que tu fais ? Quelque chose que j'aurais dû faire depuis des semaines. » Tenant la robe dans ses bras, Sébastien se dirigea vers la sortie de l'hôtel. « Tu ne peux pas partir. Le défilé est dans 3 heures. Annule-le. »« Quoi ? Tu as bien entendu ? Annule le défilé. Tu es devenu fou ? Ça va ruiner l'entreprise. » Sébastien s'arrêta à l'entrée de l'hôtel et se retourna vers Valérie. « Valérie, pendant des années, j'ai bâti un empire de la mode. J'ai créé de la beauté, j'ai offert du travail à des centaines de personnes. J'ai porté le nom de la France sur les podiums les plus prestigieux du monde. Mais rien de tout cela n'a de sens si je ne peux pas préserver la seule chose qui est réellement comptée. Et c'est quoi ça ? L'amour d'une femme qui m'a vu comme autre chose qu'un homme à succès. Une femme qui a mis son âme dans chaque point de cette robe et que j'ai été trop idiot pour savoir apprécier. » Il sortit de l'hôtel avec la robe rouge dans les bras, laissant derrière lui un défilé annulé, une maison de couture en crise et une Valérie furieuse qui comprenait enfin qu'elle avait tout perdu pour de bon. Sébastien Dubois-Morel, le magnate de la mode qui n'avait jamais perdu une bataille commerciale, s'apprêtait à livrer le combat le plus important de sa vie. Et cette fois, il ne s'agissait ni d'argent ni de prestige. Il s'agissait de reconquérir le cœur de la seule femme qui avait réellement fait battre le sien. 2 heures après avoir annulé le défilé le plus important de l'année, Sébastien se trouvait devant le petit immeuble d'appartements dans le quartier de Saint-Ouen où vivait Claire. La robe rouge reposait avec soin sur le siège arrière de sa Peugeot 508 GT, et dans ses mains, il tenait la lettre qu'il avait lue tant de fois qu'il la connaissait par cœur. Il gravit les escaliers 2 à 2 jusqu'au 3e étage, le cœur battant avec une force qu'il n'avait pas ressentie depuis la nuit du premier défilé. Lorsqu'il arriva à l'appartement 3B, il frappa à la porte avec une urgence frôlant le désespoir. Pas de réponse. Il frappa de nouveau, plus fort cette fois. « Claire, je sais que tu es là. Il faut qu'on parle. » La porte de l'appartement voisin s'ouvrit et une vieille dame en robe de chambre et bigoudi passa la tête. « Jeune homme, cessez donc tout ce raffut. Excusez-moi, madame. Vous avez vu Claire ? Claire, elle est partie ce matin avec une valise. Elle a dit qu'elle allait voir sa famille à Avignon. » Le monde de Sébastien s'arrêta. « À Avignon? Pour combien de temps ? » « Je ne sais pas, mais elle avait l'air bien triste. C'est vous qui lui avez fait de la peine. » Sébastien ne répondit pas. Il descendit les escaliers comme un homme brisé, mais arrivé à sa voiture, une détermination farouche s'empara de lui. Si Claire était partie à Avignon, il irait la chercher là-bas. Mais d'abord, il avait quelque chose à faire. À 20 heures, l'heure à laquelle le défilé aurait dû commencer, Sébastien fit son entrée à l'hôtel Plaza Athénée, portant la robe rouge. Le hall était rempli d'invités désorientés, critiques de mode, mondains, entrepreneurs, tous se demandant pourquoi ils avaient reçu un message de dernière minute annonçant que l'événement était déplacé dans le hall principal. Valérie se trouvait au centre du groupe, essayant de limiter les dégâts avec un sourire crispé. Lorsqu'elle vit Sébastien arriver avec la robe, son visage se décomposa. « Mesdames et messieurs », la voix de Sébastien résonna dans tout le hall, faisant peu à peu taire les conversations. « Je sais que vous êtes déconcertés. Vous étiez venus assister à un défilé de mode et au lieu de cela, vous vous retrouvez ici, dans un hall. » Les murmures s'amplifièrent, mais Sébastien continua. « Le défilé a été annulé car j'ai compris quelque chose d'essentiel. Pendant des années, j'ai présenté des collections qui parlent de tradition, de savoir-faire français, de la beauté de nos racines. Mais ce soir, j'allais faire défiler une femme qui représente tout le contraire de ces valeurs. » Valérie devint livide. « Sébastien, qu'est-ce que tu fais ? » « Ce que j'aurais dû faire depuis des semaines, » répondit-il, les yeux fixés sur le public. « Dire la vérité. » Il leva la robe rouge pour que tous puissent la voir. Cette robe a été créée par une femme nommée Claire Moreau, une artisane d'Avignon, qui a rejoint ma maison il y a 2 ans.
non pas pour être célèbre, mais pour faire ce qu'elle aime, créer de la beauté avec ses mains. Les flashs des appareils photos se mirent à crépiter, mais cette fois, Sébastien ne les évita pas. Lorsque ma mannequin principale a disparu le soir du défilé de printemps, j'ai demandé à Claire de porter cette robe. Et cette nuit-là, j'ai redécouvert quelque chose que j'avais oublié dans ma quête de réussite, que l'élégance véritable ne vient ni de l'argent, ni de la renommée, mais de l'âme. « Sébastien, qu'est-ce que tu fabriques ?» Valérie s'approcha de lui, mais il s'éloigna. Je suis tombé amoureux de cette femme, et au lieu de faire confiance à mes sentiments, j'ai laissé la peur et les doutes détruire la plus belle chose qui me soit arrivée. Le silence était total dans le hall. Même les serveurs avaient cessé de bouger. Claire est partie ce matin, et je ne lui en veux pas. Je l'ai perdue par lâcheté pour n'avoir pas su reconnaître un amour authentique quand il était devant moi. Sébastien regarda directement les caméras de télévision venues couvrir l'événement. « Claire, si tu vois ceci, sache que les photos étaient truquées, que j'ai été un idiot de ne pas t'avoir posé la question directement. Que chaque jour depuis ton départ a été un enfer et que je donnerai tout pour une seconde chance. »« Ça suffit !» hurla Valérie en s'approchant furieuse. « Tu es en train de ruiner ta carrière pour une femme qui n'en vaut pas la peine. » « Elle n'en vaut pas la peine. » Sébastien se tourna vers elle avec une intensité qui la fit reculer. « Tu sais ce qui ne vaut pas la peine, Valérie. Vivre dans le mensonge, construire un empire creux, être avec quelqu'un capable de manipuler des photos pour détruire une personne innocente. » Les murmures se changèrent en exclamations choquées. Valérie secoua la tête, mais le mal était fait. Oui, mesdames et messieurs, les photos qu'on m'a montrées de Claire avec un autre homme étaient fausses, manipulées par quelqu'un qui a préféré le mensonge à la perte. À cet instant précis, comme si l'univers avait décidé d'écrire la fin parfaite de cette histoire, les portes du hall s'ouvrirent. Claire entra lentement, vêtue d'une robe provençale blanche brodée de fleurs colorées qui scintillait sous les lumières de l'hôtel. Elle ne portait aucun maquillage, ses cheveux retombaient libres sur ses épaules et dans ses yeux brillait un mélange de douleur et d'espoir qui fit battre le cœur de Sébastien plus fort. « Pardon », dit-elle d'une voix claire mais tremblante. « Je suis en retard pour le défilé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les objectifs se tournèrent vers elle, mais Claire n'avait d'yeux que pour Sébastien. « Je croyais que tu étais parti à Avignon, » murmura-t-il en s'approchant lentement. « J'étais à l'aéroport, mais Rose m'a appelé. Elle m'a dit que tu avais annulé le défilé et que tu te ridiculisais dans un hôtel. » Un petit sourire naquit sur ses lèvres. Je devais voir ça. Sébastien s'arrêta devant elle, la robe rouge toujours dans les bras. « Claire, je... » « Chut !» dit-elle en posant un doigt sur ses lèvres. « Dis-moi d'abord une chose, ce que tu veux. Tu crois vraiment que les photos étaient fausses ? Je sais qu'elles étaient fausses, et même si elles avaient été vraies, j'aurais dû te poser la question d'abord. J'aurais dû faire confiance à la femme qui a créé ceci. » Il leva la robe, avec tant d'amour que même un aveugle l'aurait ressenti. Claire prit la robe et l'observa, reconnaissant toutes les modifications qu'elle avait faites cette dernière nuit. « Tu sais pourquoi je l'ai modifiée ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ? Parce que je voulais qu'elle soit parfaite pour Valérie. Je voulais que tu réussisses, même si ce n'était pas avec moi. » Sébastien sentit les larmes monter. « Je ne veux pas réussir sans toi. Je ne veux rien sans toi. » Peu lui importait qu'il y ait 200 personnes autour d'eux, que des caméras enregistrent chaque seconde, que sa réputation soit en jeu. Sébastien prit le visage de Claire entre ses mains. « Ce qui est à moi ne l'a jamais été à personne d'autre, » dit-il assez fort pour que tous entendent. « Et ce que tu coudes, même le temps ne peut le défaire. » Et il l'embrassa. Ce fut un baiser chargé de semaines de douleur, de malentendus, de nuits sans sommeil. Un baiser qui parlait de seconde chance et d'amour véritable. Un baiser capté par toutes les caméras présentes qui ferait la une des magazines dès le lendemain. Le hall de l'hôtel Plaza Athénée éclata en applaudissements. Valérie, vaincue et humiliée, quitta l'hôtel sans prononcer un mot. Son règne était terminé, et cette fois, pour toujours. 3 jours après le scandale à l'hôtel Plaza Athénée, tout Paris ne parlait que de cela. Les vidéos du baiser avaient envahi les réseaux sociaux, les magazines People affichèrent l'histoire en couverture, et Héritage français avait reçu plus d'attention médiatique que jamais. Mais ce soir-là, tandis que la ville bouillonnait de rumeurs et de spéculations, Sébastien et Claire se retrouvaient dans le lieu le plus silencieux qu'ils connaissaient, le toit-terrasse de l'entreprise. Un espace que Sébastien avait aménagé des années auparavant comme un jardin privé, avec des plantes endémiques de Provence, une petite fontaine en pierre calcaire et une vue panoramique sur Paris qui s'étendait jusqu'aux collines lointaines.
Peu de gens connaissaient son existence et encore moins y avaient été invités. Claire était assise sur un banc de pierre, observant les lumières de la ville tout en sirotant une infusion de cannelle et de clous de girofle qu'ils avaient préparée dans la petite cuisine attenante. Sébastien se tenait près de la rambarde, nerveux d'une manière que Claire ne lui connaissait pas. « Tu sais » dit-elle, rompant le silence installé depuis leur arrivée. « Quand j'étais enfant, je pensais que les lumières de la ville étaient des étoiles tombées du ciel. Vraiment ? Mon père m'emmenait vendre des fleurs sur la place du village le samedi soir. De là, on voyait au loin les lumières de la ville voisine. Sa voix se fit plus douce. Il me disait que chaque lumière représentait le rêve de quelqu'un qui brillait dans l'obscurité. » Sébastien se tourna vers elle. « Ton père était fleuriste ? Il était beaucoup de choses. Il vendait des fleurs, travaillait au champ, faisait de la maçonnerie quand il y avait du travail. » Claire sourit avec mélancolie. C'était un homme bon mais instable. Il ne restait jamais bien longtemps au même endroit. Et maintenant, il est où ? Le sourire de Claire s'effaça. Je ne sais pas. Il est parti quand j'avais 14 ans. Un jour, il était là et le lendemain, il avait disparu. Il a juste laissé un mot disant qu'il devait chercher une vie meilleure pour nous, mais qu'il reviendrait bientôt. Sébastien s'approcha et s'assit à côté d'elle sur le banc. Et il est revenu ? Non. Au début, ma mère et moi l'attendions chaque jour. Elle mettait son couvert à table pendant des mois, au cas où il arriverait à l'heure du dîner. Claire but une gorgée de son infusion, les yeux perdus dans ses souvenirs. Après 1 an, ma mère a rangé l'assiette. Après 2, on a arrêté de parler de lui. Et après 3, j'ai appris que certaines personnes peuvent disparaître de ta vie sans explication, sans adieu, sans rien. Claire, c'est pour ça que ce qui s'est passé entre nous m'a fait si mal, poursuivit-elle sans le regarder. Quand tu as commencé à me traiter froidement, quand tu m'as attaqué à demi-mot au lieu de me poser une question directe, j'ai eu l'impression que mon père repartait, comme si je n'étais pas assez importante pour mériter une explication. Sébastien sentit comme un poignard lui transpercer le cœur. Mon Dieu, Claire, je n'en avais aucune idée. Tu ne pouvais pas savoir. Je ne parle jamais de mon père. Elle se tourna vers lui pour la première fois depuis qu'ils étaient montés. Mais je voulais que tu comprennes pourquoi ton silence m'a blessé à ce point. Pourquoi je n'ai pas pu me battre pour nous, alors que je ne savais même pas contre quoi je me battais. Sébastien prit sa main entre les siennes. Tu peux me pardonner ? Pour avoir été lâche ? Pour ne pas t'avoir fait confiance ? Je t'ai déjà pardonné. Au moment où je t'ai vu dans ce hall, prêt à tout risquer pour dire la vérité. Mais il faut que tu comprennes pourquoi j'ai été aussi stupide. Claire le regarda avec curiosité. En tous ces mois à le connaître, elle ne l'avait jamais vu aussi vulnérable. « Ma mère est morte quand j'avais 16 ans, commença Sébastien, sa voix à peine un murmure. Un cancer. Ce fut un combat long et douloureux, et à la fin, il s'arrêta, ferma les yeux. À la fin, elle est partie. Et je suis resté seul avec mon père. Comment était-il ? Réussi, inflexible. Il m'a appris que dans les affaires, on ne peut faire confiance à personne, que tout le monde a un prix, que les émotions sont des faiblesses que les autres exploitent. Sébastien ouvrit les yeux et regarda la ville. Après la mort de ma mère, on n'a plus jamais parlé de sentiments, juste de travail, d'objectifs, de comment construire un empire que personne ne pourrait nous prendre. Ça semble bien solitaire, ça l'était, mais ça m'a aussi rendu performant. Il se tourna vers elle. Jusqu'à ce que tu arrives et que tu fasses exploser toutes les règles que j'avais apprises. Comment ça ? Tu m'as fait ressentir des choses que je n'avais plus ressenties depuis l'enfance. Tu m'as donné envie de faire confiance, d'aimer, d'être vulnérable. Sa voix se brisa légèrement, et ça m'a terrifié. Claire approcha sa main libre de son visage et caressa doucement sa joue. C'est pour ça que quand tu as vu ces photos, j'ai cru que tout cela avait été une erreur, que mon père avait raison, que j'avais baissé ma garde et que quelqu'un en avait profité. Il se pencha vers la caresse, mais même en essayant de m'éloigner, je n'y arrivais pas. C'était comme si tu avais réveillé quelque chose en moi qui ne voulait plus dormir. Câlin Sébastien. Claire, je suis tellement désolé de t'avoir blessé. Désolé d'avoir laissé la peur l'emporter sur l'amour. Désolé de ne pas m'être battu pour nous dès le premier instant. Tu te bats maintenant. Est-ce que c'est suffisant ? Au lieu de répondre avec des mots, Claire s'approcha et l'embrassa doucement. Ce n'était pas le baiser passionné de l'hôtel, mais quelque chose de plus intime, de plus profond. Un baiser qui parlait de pardon et de nouveau départ. Quand ils se séparèrent, ils restèrent front contre front, partageant le même souffle. « Tu sais ce que m'a dit Rose le jour où tu as annulé le défilé ?» murmura Claire. « Quoi ? Que les hommes comme toi ne changent pas, qu'ils choisissent toujours leur orgueil plutôt que l'amour. » Et tu lui as répondu quoi ?
que peut-être elle avait raison, mais que moi j'avais vu autre chose dans tes yeux, ce soir-là sur le podium. J'avais vu un homme capable d'aimer vraiment, juste qu'il ne savait pas encore comment. Et tu avais raison. Claire sourit, le premier vrai sourire qu'il avait vu depuis des semaines. Je suis là, non? Ils restèrent en silence pendant un long moment, profitant simplement d'être ensemble sans malentendu, sans peur, sans masque. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils n'étaient que Sébastien et Claire, deux personnes qui avaient trouvé l'amour là où elles s'y attendaient le moins, et qui s'étaient battues pour le conserver malgré tous les obstacles. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, on va construire quelque chose de réel, » répondit-elle, prenant sa main et entrelaçant leurs doigts. Quelque chose qu'aucun doute ni le temps ne pourra défaire. En bas, la ville continuait sa vie nocturne, inconsciente que sur ce toit, deux cœurs blessés avaient enfin trouvé une manière de guérir ensemble. Le lundi matin, Sébastien arriva chez Héritage Français en sachant que cette journée allait changer le cours de sa vie à jamais. Pendant le week-end, son téléphone n'avait pas cessé de sonner. Appels d'investisseurs inquiets, de partenaires commerciaux remettant en question ses décisions, de journalistes en quête de déclarations sur le scandale amoureux qui faisait la une. À 9 heures précises, comme prévu, tous les membres du conseil d'administration étaient réunis dans la grande salle de conférence. 12 hommes et femmes en costumes impeccables, représentant les intérêts des principaux actionnaires de l'entreprise, l'attendaient avec des expressions allant de l'inquiétude à l'hostilité assumée. « Bonjour à tous », dit Sébastien en prenant sa place en bout de table. « Sébastien », répondit Édouard Martin, président du conseil et vieil ami de son père. « Je suppose que tu sais pourquoi nous sommes ici. »« Je suppose, oui. »« Alors tu vas nous expliquer ce qui s'est passé jeudi dernier ?» Sébastien s'adossa à sa chaise, observant les visages de ceux qui lui avaient fait confiance pendant des années. « Je suis tombé amoureux. » Un murmure gêné parcourut la table. « Tu es tombé amoureux ?» répéta Patricia Lefebvre, directrice financière. « C'est ça ton explication pour avoir annulé un défilé de 3 millions d'euros et exposé l'entreprise à un scandale médiatique ?»« Oui. »« Ça en Sébastien » intervint Charles Reynaud, directeur marketing. « On peut comprendre que tu aies des sentiments pour cette femme, mais tu ne peux pas mélanger ta vie personnelle avec les affaires de cette manière. »« Je ne peux pas ? Bien sûr que non !» Édouard frappa la table du plat de la main. « Sébastien, cette entreprise a une histoire, une réputation. Tu ne peux pas tout risquer pour un caprice romantique. »« Un caprice ?» La voix de Sébastien se durcit. « Édouard, je travaille dans cette entreprise depuis mes 18 ans. J'y ai mis toute ma vie. Tu penses vraiment que je risquerais tout pour un simple caprice ? Alors explique-nous, » dit Patricia, sortant une tablette et montrant des articles de presse. « Parce que selon les médias, tu as annulé le défilé pour une couturière. Une employée qui est la femme la plus talentueuse à avoir jamais travaillé ici, » l'interrompit Sébastien. « Qui a créé la pièce qui nous a apporté le plus d'attention médiatique en 5 ans, qui a un don pour le design que personne ici n'a su reconnaître. » Sébastien, Édouard prit un ton plus paternel. Personne ne remet en question le talent de mademoiselle Moreau, mais il y a des manières appropriées de faire les choses, des protocoles. Des protocoles ? Oui, et selon le protocole, tu ne peux pas entretenir une relation sentimentale avec une employée, surtout après le cirque médiatique de la semaine dernière. Sébastien se leva lentement. « Vous êtes en train de me demander de mettre fin à ma relation avec Claire ? » « On te demande d'être professionnel, » répondit Charles, « de mettre les intérêts de l'entreprise au-dessus de tes besoins personnels. Et si je refuse ?» Le silence qui suivit fut éloquent. Patricia prit finalement la parole. « Sébastien, tu détiens 40% des parts de l'entreprise. Nous détenons les 60 autres. Si nous jugeons que tes décisions affectent négativement la valeur de nos investissements, vous allez me virer ? Nous espérons ne pas en arriver là, » dit Édouard. « C'est pour ça que nous sommes là. Pour trouver une solution qui convienne à tous. » À ce moment-là, Sébastien entendit des coups discrets à la porte. Son assistante passa la tête. « Excusez-moi, monsieur Dubois. Mademoiselle Moreau dit qu'elle doit vous parler d'urgence. Faites-la entrer. »« Sébastien, je ne pense pas que ce soit approprié, » commença Patricia. « C'est mon bureau, » répondit-il fermement. Claire entra dans la salle d'un pas décidé, mais lorsqu'elle vit tous les membres du conseil la regarder, elle s'arrêta. « Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez en réunion. »« Ne t'excuse pas, » dit Sébastien en s'approchant d'elle. « En fait, c'est parfait que tu sois là. Je veux te proposer quelque chose. »« Sébastien ?» La voix d'Édouard était alarmée. « Claire ?» Sébastien prit ses mains, ignorant complètement les membres du conseil. «
Je veux que tu diriges une nouvelle ligne de création. Claire pour Héritage Français. Ton nom, tes créations, ta vision. Les yeux de Claire s'ouvrirent de surprise. Tu es sérieux? Absolument sérieux. Sébastien. Édouard se leva. Tu ne peux pas prendre cette décision tout seul. Ah non? Il se tourna vers le conseil sans lâcher les mains de Claire. Mesdames et messieurs, je vous présente la future directrice artistique de Héritage Français. C'est impossible, dit Charles. Les investisseurs ne l'accepteront jamais. Alors je trouverai de nouveaux investisseurs. Patricia pâlit. Sébastien, si tu fais ça, si tu continues sur cette voie, nous n'aurons pas d'autre choix que de... Me virer? Allez-y, faites-le. Claire serra ses mains. Sébastien, non. Non quoi? Ne fais pas ça. Ne risque pas tout ce que tu as construit pour moi. Claire, non. Elle se tourna vers le conseil. Mesdames et messieurs, je comprends vos inquiétudes. Je ne veux pas être la cause de problèmes pour cette entreprise. Claire, qu'est-ce que tu dis? Je dis que peut-être nous devrions... Ses yeux se remplirent de larmes. Peut-être que nous devrions attendre, prendre le temps. Tu es en train de me demander de choisir entre toi et l'entreprise? Je te demande de ne pas détruire ta vie pour moi. Sébastien la regarda longuement puis se tourna vers le conseil. Édouard, j'ai quel âge? Quoi? Mon âge. Quel âge j'ai? 42. 42 ans. Et pendant 24 de ces années, cette entreprise a été toute ma vie. Mon unique vie. Il marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur l'avenue des Champs-Élysées. Vous savez ce que j'ai compris la semaine dernière? Quoi? Demanda Patricia, même si elle ne semblait pas vouloir entendre la réponse. Que j'ai construit un empire vide, que j'ai le succès, l'argent, la reconnaissance, mais que lorsque je rentre chez moi le soir, je n'ai personne avec qui partager tout ça. Il se tourna vers Claire. Jusqu'à ce que tu arrives, jusqu'à ce que tu m'apprennes qu'on peut créer de la beauté non pas pour vendre, mais pour exprimer son âme, qu'on peut travailler avec passion et pas seulement avec ambition. Sébastien, non, laisse-moi finir. Il s'approcha d'elle à nouveau. Claire, si je dois choisir entre cette entreprise et toi, la réponse est simple. C'est toi que je choisis. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Et ton travail, ton héritage, mon héritage, ce sera l'amour que je construirai avec toi. Et si ces messieurs et dames ne peuvent pas comprendre ça, il se tourna vers le conseil. Alors j'accepte d'être licencié. Je pars. Et j'emporte avec moi tout ce qui a réellement de la valeur. Édouard se leva alarmé. Sébastien, ne sois pas impulsif, nous pouvons trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis possible. Soit vous acceptez que Claire devienne une partie fondamentale de cette entreprise, avec le respect et la position qu'elle mérite, soit je pars et je recommence ailleurs. Tu es prêt à tout perdre? La seule chose que je ne suis pas prêt à perdre, c'est elle. Claire le regardait, les yeux remplis de larmes, mais cette fois c'était des larmes d'émotion, pas de tristesse. Tu ferais vraiment ça pour moi? Je ferais n'importe quoi pour toi, pour nous. Claire s'approcha et le serra dans ses bras, lui murmurant à l'oreille. Alors recommençons à zéro, ensemble. Et dans cette salle pleine de cadres stupéfaits, Sébastien Dubois-Morel prit la décision la plus importante de sa vie. Il choisit l'amour plutôt que le pouvoir, l'incertitude plutôt que la sécurité, et la femme qu'il aimait par-dessus tout. 6 mois plus tard, le palais des congrès de Paris s'était transformé en un univers d'élégance et de sophistication. Des lumières dorées baignaient le podium principal, pendant que les sièges se remplissaient de ce que l'industrie de la mode franco-latine avait de plus prestigieux. Des critiques de Vogue, des rédacteurs de Harper's Bazaar, des acheteurs internationaux et des célébrités étaient revenus de toute l'Europe pour assister au lancement de la collection la plus attendue de l'année. Cœur de France, une collection de Claire Moreau, était sur le point d'entrer dans l'histoire. En coulisses, Claire vérifiait une dernière fois chacun des 35 looks qui allaient être présentés. Ses mains, les mêmes qui 6 mois auparavant ne connaissaient que le silence d'un petit atelier, dirigeaient désormais une équipe de 20 personnes, stylistes, maquilleurs et coordinateurs. Madame Moreau, la voix de Camille, son assistante principale, l'interrompit. Les mannequins sont prêtes pour le premier segment. Claire sourit. Elle trouvait encore étrange qu'on l'appelle Madame Moreau, mais elle avait appris à accepter le respect que son talent avait conquis. Et le public? Salle comble. Et dehors, une file d'attente pour les billets de dernière minute. Et la presse? France 24, TV5 Monde, RTE, et des correspondants de Vogue venus de 5 pays différents. Ah, et Netflix filme tout pour un documentaire. Claire inspira profondément. Durant ces 6 derniers mois, elle et Sébastien avaient travaillé jour et nuit pour créer quelque chose de révolutionnaire.
une marque fusionnant la haute couture internationale avec l'artisanat traditionnel français, fournissant du travail direct à plus de 200 familles d'artisans de Provence, Bretagne, Alsace et Pays Basque. Le pari avait été risqué. Après avoir quitté Héritage Français, ou plutôt après en avoir été expulsé par le conseil d'administration, Sébastien avait liquidé ses investissements personnels et trouvé du financement auprès d'investisseurs européens croyant en leur vision. Ils avaient littéralement recommencé à zéro, avec un petit atelier dans le quartier du Marais et une équipe de 5 personnes. « Vous êtes nerveuse ?» demanda Camille. « Terrifiée », admit Claire en souriant, mais aussi excitée. « Madame, désolé de vous déranger. » Une autre assistante s'approcha en courant. « Monsieur Dubois souhaite vous voir avant le début du défilé. » Claire se dirigea vers le petit bureau temporaire aménagé dans l'espace VIP. Sébastien se tenait debout devant un miroir, ajustant la cravate de son smoking noir. Lorsqu'il la vit entrer, son visage s'illumina avec ce sourire qu'elle avait appris à faire naître. « Comment tu te sens ?» lui demanda-t-il en prenant ses mains. « Comme si j'allais vomir, m'évanouir ou fuir en courant, ou les trois à la fois. » Sébastien rit. « Je me souviens de cette sensation. La première fois que j'ai présenté une collection complète, j'ai tellement transpiré qu'ils ont dû me changer de chemise 3 fois. Vraiment, vraiment. Mais tu sais ce qui m'a calmé? Quoi? Réaliser que j'avais mis mon âme dans chaque pièce. Que peu importe ce qui se passerait cette nuit-là, j'avais créé quelque chose d'authentique. » Il la regarda droit dans les yeux. « Et toi, mon amour, tu as créé quelque chose qui va changer l'industrie pour toujours. » Claire sentit les larmes menacer son maquillage. « Tu le crois vraiment? » ?»« Je ne le crois pas. Je le sais. » Il s'approcha et l'embrassa doucement sur le front. « Ce soir, ce n'est pas seulement ton début en tant que créatrice, c'est le moment où le monde va découvrir la femme la plus talentueuse que j'ai eu le privilège d'aimer. » Un coup frappé à la porte les interrompit. « 5 minutes, cria le coordinateur de production. « C'est l'heure, dit Sébastien. » La musique commença, et le défilé débuta avec une intensité qui électrisa le public dès la première seconde. Le premier segment, Racine, présentait des robes inspirées des costumes traditionnels des différentes régions de la France, mais réinterprétées avec des silhouettes modernes et des techniques de haute couture. Les broderies de Provence se mêlaient aux coupes parisiennes, les étoiles de Bayonne devenaient des capes de gala et les tuniques basques renaissaient en robes de cocktail. Le deuxième segment, Évolution, révélait la fusion parfaite entre tradition et innovation. Chaque pièce racontait une histoire, celle de la France ancestrale dialoguant avec la France contemporaine. Et le troisième segment, des Avenirs, présentait la vision de Claire pour la nouvelle génération, des pièces qui pouvaient être portées aussi bien sur le tapis rouge à Cannes que lors d'un mariage à Dijon, des créations empreintes de fierté culturelle, sans folklorisme creux. Mais le moment culminant arriva avec la dernière pièce, une version revisitée de la robe rouge qui avait bouleversé leur destin. Cette fois, la broderie racontait toute leur histoire d'amour, depuis la première rencontre jusqu'à la décision de tout risquer pour rester ensemble. Lorsque le dernier mannequin termina son passage, un silence de quelques secondes précéda une ovation si intense qu'elle semblait ne jamais vouloir s'arrêter. « Mesdames et messieurs », la voix du maître de cérémonie retentit dans toute la salle, la créatrice de Cœur de France, Claire Moreau. Claire apparut sur le podium, vêtue d'une robe blanche qu'elle avait elle-même dessinée, simple, élégante, exprimant la pureté des intentions et l'authenticité. Elle ne portait aucun bijou, à l'exception des boucles d'oreilles en argent héritées de sa grand-mère. Les applaudissements redoublèrent. Des centaines de flashs illuminaient son chemin, tandis qu'elle avançait avec cette grâce naturelle qui avait captivé Sébastien dès le premier instant. Et là, au bout du podium, il l'attendait, comme il l'avait promis. Sébastien avait tenu parole, être présent à chaque moment important de la carrière de Claire, non pas comme son patron, ni comme son mentor, mais comme son compagnon de vie et son plus grand admirateur. Quand elle arriva à sa hauteur, Sébastien lui prit la main et y déposa un baiser tendre. Puis il l'attira contre lui et lui murmura à l'oreille quelque chose que seule elle entendit, mais que les caméras captèrent parfaitement. « Tu n'es plus invisible, mon amour. Tu es ma lumière. Tu es la lumière de la France et la lumière du monde. » Il l'embrassa sur le front avec une douceur qui contrastait avec la grandeur du moment, et ensemble, ils se tournèrent vers le public qui s'était levé pour les ovationner. À cet instant, il n'était pas l'homme d'affaires à succès et la jeune créatrice prometteuse. Il n'était plus le couple qui avait choqué la haute société parisienne 6 mois auparavant. Ils étaient simplement Sébastien et Claire,
Deux âmes qui avaient retrouvé dans l'amour la force de se réinventer, de tout risquer, de bâtir quelque chose de nouveau et d'authentique. Dans le public, les critiques de mode prenaient des notes frénétiques. Le mot « révolution » apparaissait sur toutes leurs pages. Ils savaient qu'ils venaient d'assister à un moment historique, la naissance d'une nouvelle ère dans la mode française. Mais pour Claire et Sébastien, la véritable victoire ne se trouvait pas dans les critiques du lendemain, ni dans les contrats internationaux déjà en négociation dans les coulisses. Le vrai triomphe était de s'être trouvés, d'avoir lutté pour leur amour et d'avoir prouvé que quand deux personnes se soutiennent vraiment, elles peuvent créer de la magie. Alors que les lumières du défilé s'atténuaient et que les invités se dirigeaient vers la réception, Claire et Sébastien restèrent encore quelques secondes sur le podium, main dans la main, contemplant l'endroit où leur rêve s'était réalisé. « Tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça ?» demanda Claire. « Quoi ? C'est qu'on ne fait que commencer. » Sébastien sourit et l'embrassa de nouveau, cette fois sur les lèvres, scellant non seulement le succès de cette soirée, mais la promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble, point par point, rêve après rêve, avec l'amour pour seul fil conducteur. Le public encore présent dans la salle les observa quitter le podium, lisant sur leur visage l'histoire la plus belle qu'ils aient jamais vue, celle d'un amour triomphant de l'orgueil, d'une vérité victorieuse du mensonge et d'un courage surpassant la peur. Et ainsi, en cette nuit magique à Paris, Claire Moreau cessa d'être la couturière invisible pour devenir la lumière qui illuminerait l'avenir de la mode française, main dans la main avec l'homme qui avait compris que la vraie réussite ne se mesure pas en argent, mais en amour partagé.